Je me tenais dans le couloir de notre maison de Westport, mon manteau toujours en place et mon sac à main suspendu lourdement à mon épaule, fixant les fleurs mortes de la Saint-Valentin sur l'îlot de la cuisine. Les roses étaient enveloppées dans du papier crème épais, avec un ruban de satin rouge, le genre exact d'arrangement dramatique que mon mari a toujours prétendu aimer parce que cela semblait traditionnel. Je les avais achetés moi-même quelques heures plus tôt dans un petit magasin près de la gare, ignorant complètement que toute ma vie était sur le point de voler en éclats. À l'intérieur de la carte faite à la main se trouvaient 2 billets de première classe pour Paris. Un départ le vendredi soir destiné à le surprendre après des semaines d'étrange éloignement. J'avais imaginé son visage s'illuminer quand il les voyait, mais à midi, j'avais déjà vu son visage alors qu'il embrassait une autre femme. La sonnette sonna à nouveau, plus longue et plus forte cette fois, suivie du son étouffé de la voix de mon mari à travers le bois épais. « Emma, s'il te plaît, ouvre la porte », implora-t-il, la voix craquelée d'un désespoir que je n'avais jamais entendu de lui auparavant. J'ai baissé les yeux vers mon téléphone alors qu'un autre appel illuminait l'écran, affichant la vieille photo de lui dans un pull bleu marine que je n'avais jamais changé. C'était une photo de nos débuts, avant le gris de ses tempes, avant les costumes sur mesure et avant que son ambition incontrôlée ne devienne finalement un droit. Je l'ai laissé sonner dans la maison tranquille, réalisant à quel point ses paroles semblaient incroyablement petites après le spectacle auquel je venais d'assister. À exactement 11h40 ce matin-là, j'étais entrée dans le hall en béton poli, éclairé par le soleil de Harlow Reed Technologies, tenant ce bouquet. Le bâtiment était un chef-d'œuvre de verre et de murs verts vivants, un siège social que je visitais rarement plus parce que mon mari avait lentement conditionné tout le monde à le considérer comme son monde exclusif. Je m'attendais à ce que quelqu'un me reconnaisse, peut-être l'un des premiers membres du personnel qui se souvenait de l'époque où nous n'étions que 12 personnes dans une chambre louée au-dessus d'une clinique dentaire. Au lieu de cela, la nouvelle réceptionniste a à peine levé les yeux de son écran d'ordinateur, demandant brillamment si j'étais là pour la grande fête. J'ai souri faiblement, supposant qu'il avait organisé un événement pour la Saint-Valentin pour le personnel. Et je me suis dirigée vers l'atrium bondé. J'ai entendu les applaudissements rugissants avant même d'avoir vu le rassemblement massif de plus de 200 employés regroupés autour d'une plateforme surélevée. La scène était décorée de roses blanches et de ballons dorés. Un violoniste jouait dans le coin et le logo de l'entreprise brillait brillamment au-dessus de tout le monde. Amanda Blake, la brillante jeune PDG que mon mari avait embauchée il y a 18 mois, se tenait au centre, l'air poli et calme. Mon mari se tenait juste à côté d'elle, avec son sourire public pratiqué avant de tomber soudainement à genoux et d'ouvrir une boîte en velours. Le diamant massif a attiré la lumière et alors que la foule éclatait d'acclamations, il a glissé la bague sur son doigt et l'a embrassée passionnément. Ce n'était pas une erreur ou un moment de confusion. Un homme n'embrasse pas une autre femme comme ça à moins d'avoir pratiqué la trahison 1000 fois. Une femme près de moi a chuchoté à quel point ils avaient l'air parfaits ensemble, et ce mot spécifique a semblé couper à travers le bruit, obligeant mon mari à regarder de l'autre côté de la pièce. Ses yeux ont trouvé les miens. Son sourire pratiqué a disparu instantanément et la couleur s'est complètement vidée de son visage lorsqu'il s'est rendu compte que j'avais tout vu. Pourtant, il n'est pas descendu de la scène, ni n'a appelé mon nom, tandis qu'Amanda me regardait simplement avec une confusion polie. Elle a posé une question douce demandant si nous nous connaissions et dans ce moment angoissant, j'ai réalisé qu'il avait complètement effacé mon existence. Je me suis retournée et je suis sortie du bâtiment avant que ma dignité ne puisse saigner devant une pièce remplie d'étrangers.
La réceptionniste désemparée sourit et me souhaita une excellente Saint-Valentin alors que je me précipitais devant elle vers l'ascenseur. En sécurité à l'intérieur de ma voiture, mes mains ont commencé à trembler violemment alors que je regardais les fleurs inutiles et les billets de Paris assis sur le siège passager. J'aurais pu rentrer à l'intérieur, lui jeter les roses au visage et donner au bureau le spectacle dramatique qu'ils appréciaient déjà à mi-chemin. Au lieu de cela, ma rage est devenue froide et silencieuse, m'incitant à ouvrir mon téléphone, à annuler les vacances et à appeler notre banque pour geler chaque compte jointe. Ensuite, j'ai appelé notre avocat de longue date, Martin Keller, qui s'occupait des affaires juridiques de ma famille depuis que mon père était vivant. Quand je l'ai calmement informé que mon mari venait de se fiancer avec son propre PDJ, le silence sur la ligne était absolu. Je lui ai dit de contourner les comptes standards et de retirer immédiatement la position complète de notre holding de Harlow Reed Technologies. Martin m'a averti que retirer ma part de 83% déclencherait un événement capital massif et gèlerait instantanément la ligne de crédit de l'entreprise. J'ai appuyé mon pouce contre le volant jusqu'à ce que ça fasse mal, lui disant d'exécuter l'ordre immédiatement, complètement indifférent au chaos que cela provoquerait. Au moment où je suis rentrée chez nous, mon téléphone bourdonnait de manière incontrôlable avec 150 appels manqués. Maintenant, il se tenait sur mon porche, sonnant la cloche à plusieurs reprises comme un homme essayant de réveiller les morts, tout en transpirant à travers son costume. Je me suis dirigée vers la fenêtre de devant et j'ai vu sa voiture de fonction, de luxe garée à un angle imprudent dans l'allée, abandonnée dans sa panique. Quand j'ai ouvert la porte à mi-chemin, ses yeux passèrent de mon expression froide aux fleurs mortes sur le comptoir de la cuisine derrière moi. Il murmura que la situation n'était pas ce à quoi elle ressemblait, complètement aveugle au fait que son empire professionnel brûlait déjà. Je lui ai demandé calmement à quoi cela devait ressembler exactement, mais avant qu'il ne puisse répondre, son propre téléphone a commencé à sonner. Il baissa les yeux vers l'écran et le soudain regard d'horreur sur son visage me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sans qu'il ne dise un mot. Je savais que le conseil d'administration venait de découvrir le gel financier et c'était profondément satisfaisant de voir son sang-froid s'effriter. Il a fait taire le téléphone rapidement, me suppliant de le laisser entrer dans la maison afin que nous puissions discuter de la question en privé. Il était terrifié à l'idée que les voisins le voient mendier sur le porche parce qu'un scandale public ne correspondait pas à sa marque soigneusement cultivée. Quand il a affirmé qu'il avait simplement fait une erreur, je lui ai rappelé qu'une erreur, c'est oublier un anniversaire, ne pas proposer à un collègue. Sa mâchoire se serra et il marmonna que toute la situation venait de devenir incontrôlable, utilisant son talent typique pour faire sonner le désastre comme un temps aléatoire. Son téléphone bourdonna à nouveau avec un appel de Martin. Et la réalisation soudaine de ce que j'avais fait a finalement transformé sa panique en calcul. Il m'a dit avec colère que je ne pouvais pas simplement retirer du capital comme ça à cause des clauses de l'entreprise et des obligations légales. Je lui ai rappelé que c'était lui qui avait signé ces clauses il y a 14 ans, alors que l'entreprise n'était qu'un rêve. À l'époque, nous formions une équipe parfaite. Il avait les compétences de vente charismatiques pour convaincre les investisseurs et j'avais le talent d'architecte pour construire le logiciel. Mon père avait été le principal investisseur parce qu'il avait confiance en mes capacités et après son décès, ses actions ont été transférées dans notre holding familial. Mon mari m'avait convaincu de rester à l'écart du public, affirmant que les investisseurs préféraient une seule voie opérationnelle. Et j'ai accepté parce que je croyais que le mariage n'était pas une compétition.
Il savait exactement à qui appartenait l'entreprise sur papier, mais il avait confondu à tort sa visibilité publique avec la propriété réelle. Il a essayé d'adoucir sa voix, me disant que j'avais parfaitement le droit d'être en colère, mais j'ai simplement répondu que j'avais le droit de savoir qu'il vivait seul. Il tressaillit, affirmant rapidement qu'Amanda n'avait absolument aucune idée de la réalité de nos vies parce qu'il lui avait dit que nous étions séparés. La révélation m'a traversée comme de la glace alors que je me souvenais de son expression confuse, innocente dans l'atrium pendant la demande en mariage. Il a admis lui avoir dit que le mariage était terminé même s'il dormait encore dans mon lit tous les soirs et organisait des vacances en famille. Il a désespérément affirmé que le conseil d'administration réagissait simplement de manière excessive et que la situation pouvait être gérée, prouvant qu'il ne se souciait que du contrôle des dommages. J'ai étendu la main vers l'enveloppe noire sur la table, lui disant que les billets pour Paris avaient été une surprise pour réparer notre relation distante. Il avait l'air vraiment blessé pendant un moment, mais son téléphone a de nouveau sonné avec un texto de Martin que j'ai délibérément tourné vers lui. Le message indiquait qu'une réunion d'urgence du conseil avait été convoquée pour 7h30 et qu'il demandait ma présence par vidéo. Mon père passa une main dans ses cheveux, semblant soudainement incroyablement vieux et acculé, alors qu'il m'avertissait que son retrait déstabiliserait l'entreprise. Je lui ai dit que le bien-être de ses employés aurait dû compter pour lui avant qu'il ne transforme son bureau en fête de fiançailles. Quand j'ai demandé si Amanda connaissait la vérité maintenant, son lourd silence m'a donné la seule réponse dont j'avais besoin. J'ai commencé à fermer la porte, et quand il m'a demandé frénétiquement si je divorçais de lui, le mot m'a semblé tout à fait naturel après des années d'humiliation silencieuse. Je lui ai dit oui, et quand il a posé des questions sur l'avenir de Harlow Reed, je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit que l'entreprise n'était jamais vraiment la sienne. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et j'ai regardé par la fenêtre alors qu'il marchait vaincu vers sa voiture et enfouissait son visage dans ses mains. À 7h30, je me suis assis à la table de ma cuisine avec un verre d'eau, regardant les visages terrifiés des membres du conseil apparaître sur l'écran de mon ordinateur portable. Mon mari s'est connecté depuis son sombre bureau exécutif et tous les participants à l'appel ont finalement réalisé que la femme qu'ils avaient ignorée était la seule personne qui pouvait les sauver. La réunion a commencé dans un silence absolu, le président confirmant maladroitement que ma holding familiale avait officiellement retiré son engagement massif en action. Chaque fois que j'étais devant ma caméra, je confirmais la validité de l'avis juridique, brisant l'illusion du contrôle total de mon mari. Il a essayé de me supplier lors de l'appel, me demandant de ne pas prendre de décisions permanentes basées sur des émotions temporaires, mais je suis restée totalement impassible. Le conseil d'administration s'est rapidement concentré sur ces violations massives de la conformité, notant qu'il avait caché son mariage tout en poursuivant une romance d'entreprise très visible. À la fin de l'heure, l'avocat général a recommandé de le placer en congé administratif immédiat, le privant de fait de son pouvoir. Le lendemain matin, la maison était complètement différente sans sa présence. Mais regarder les enfants du quartier prendre le bus scolaire m'a ancré dans la réalité. Martin est arrivé chez moi avec d'épais dossiers révélant que les banques avaient officiellement suspendu le financement d'acquisition de l'entreprise en raison de l'instabilité. Il m'a dit que les prêteurs cherchaient désespérément à savoir si j'avais l'intention de réinvestir après une restructuration totale de la direction. Je lui ai dit la vérité, à savoir que je croyais toujours au logiciel que j'avais passé ma jeunesse à construire. La vraie vengeance ne signifiait pas brûler l'empire au sol. Cela signifiait refuser qu'un voleur s'attribue le mérite de mon travail. Plus tard dans l'après-midi,
Amanda a appelé mon téléphone personnel. Sa voix semble incroyablement fragile par rapport à son personnage d'entreprise confiant habituel. Elle a expliqué en larmes que mon mari avait même loué un appartement secret au centre-ville pour lui prouver qu'il menait une vie séparée. Entendre ses remords sincères m'a fait réaliser qu'elle n'était qu'une autre victime de son réseau élaboré et calculé de mensonges. Avant de raccrocher, elle m'a demandé tranquillement si je pouvais jamais lui pardonner. Et je lui ai honnêtement dit que je ne la connaissais pas assez bien pour lui pardonner. J'étais enfin libre de sa manipulation. Et en regardant les documents de restructuration d'entreprise sur mon bureau, je savais que j'étais prêt à sortir de l'ombre et à revendiquer l'entreprise qui m'appartenait.